StudyGate Digital Learning Technologies. Grossesse extra-utérine. C'est l'implantation d'une grossesse en dehors de la cavité utérine. Donc c'est une localisation ectopique. La localisation la plus fréquente, c'est la trompe utérine, dans 99% des cas. Alors, il faut savoir que la grossesse extra-utérine, c'est une grossesse pathologique. Donc, ça n'évolue presque jamais à terme. Même si parfois, on peut avoir une activité cardiaque positive là. Mais le sort de cette grossesse, normalement, c'est l'involution, à part quelques exceptions. Attention, la grossesse extra-utérine, c'est une urgence médico-chirurgicale. Rahou, ça met en jeu le pronostic vital. Allez, à la khatre, si la grossesse se développe au niveau de la trompe utérine, la trompe, ce n'est pas un organe préparé à la grossesse, donc il a un faible calibre. En plus, il est peu extensible, d'où le risque de rupture tubaire. Ou qui tire rupture de la trompe utérine, la trompe elle est entourée d'une arcade vasculaire formée par la branche terminale de l'artère utérine et branche terminale de l'artère ovarienne. Donc il y a un risque imminent d'invasion vasculaire et par la suite risque d'hémopéritoine et un décès donc par choc hypovolémique. Avec allège, c'est une urgence type. D'ailleurs, c'est la première cause de mortalité dans le premier trimestre de la grossesse. Un mot sur l'épidémiologie, il faut savoir que la fréquence des grossesses extra-utérines est en train d'augmenter. Ça atteint 2% des grossesses. Allez, c'est en train d'augmenter vu la recrudescence des infections sexuellement transmissibles, donc les séquelles tubaires, vu l'augmentation du tabagisme chez le sexe féminin, vu aussi l'utilisation du dispositif intra-utérin, et enfin, vu le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée, surtout la FIVET. La physiopathologie, alors, je rappelle que la fécondation normale tire au niveau de l'ampoule, le tiers externe de la trompe utérine. Normalement, le fécondé va descendre au niveau de la trompe utérine et il doit s'implanter quel que soit le lieu vers le 7e jour post-ovulatoire. Donc, à l'état physiologique, c'est assez suffisant pour que les cellules F touchent l'utérus ou tirent nitation normale. Pour la grossesse extra-utérine, il y a un retard de migration de la cellule œuf. Donc l'anidation اللي قلنا تصير quel que soit le lieu 7 jours post-ovulatoire تصير le plus souvent au niveau de la trompe utérine. Ce retard de migration peut être dû à deux causes, soit à un retard de captation par le pavillon de la trompe, donc même قبل ما تصير fécondation femme a un retard déjà, soit le plus souvent suite à un arrêt ou ralentissement de la migration au niveau de la trompe. Et ceci peut être dû soit à la présence des malformations congénitales au niveau de la trompe, à la présence des séquelles inflammatoires, à la présence d'une endométriose tubaire, à la survenue des spasmes tubaires, ou bien à l'utilisation des microprogestatifs qui inhibent les contractions musculaires de la trompe. Donc déjà à partir de la physiopathologie, on peut déduire les facteurs de risque de la grossesse extra-utérine. En effet, ça englobe toutes les pathologies ou tous les antécédents qui altèrent la qualité des trompes. Le facteur de risque principal, c'est un antécédent de grossesse extra-utérine. Le odds ratio, c'est presque égal à 10. En bas, il y a les interruptions volontaires de la grossesse, surtout si c'est répété, donc plusieurs IVG, ou c'est compliqué. Il y a les antécédents de salpingite, qui compliquent surtout les infections sexuellement transmissibles à chlamydia trachomatis. Chlamydia, c'est l'IST la plus fréquente chez la femme. Il y a les antécédents de chirurgie tubaire, donc tout ce qui touche la trompe. Les antécédents de chirurgie abdominopelvienne, à l'origine des adhérences pelviennes et tubaires. Par exemple, l'appendicectomie. Donc, antécédent d'appendicectomie, c'est un facteur de risque. Mais attention, l'antécédent de césarienne, ce n'est pas un facteur de risque. Il y a aussi les maladies de la trompe, l'endométriose tubaire, la tuberculose et la bilharziose tubaire.
On peut aussi avoir des adénopathies pelviennes qui compriment la trompe dans certaines pathologies. Aussi, c'est un facteur de risque. Deuxièmement, le tabac. Le tabac, alors, c'est un facteur de risque très important. C'est dose dépendant. Puis, on a la contraception par pilule microprogestative qui ça inhibe les contractions de la trompe. Il y a aussi le dispositif intra-utérin. L'assistance médicale à la procréation, surtout la FIVET. Et dans ce cas, c'est pourvoyeur surtout des GU interstitiels, mais aussi de grossesse hétérotopique, c'est-à-dire des associations entre grossesse intra-utérine et grossesse extra-utérine. Puis on a l'âge supérieur à 40 ans, surtout chez la primipare. Ça laisse du temps pour que la pathologie tubaire se développe. Et on a aussi ce qu'on appelle l'utérus Distelbeck. Alors il faut distinguer deux cas de figure. Il y a l'AGU qui survient sur un terrain à risque. Donc il y a déjà plusieurs facteurs de risque. C'est ce qu'on appelle l'AGU maladie. Par contre, on a des grossesses extra-utérines qui surviennent sans aucun facteur de risque. C'est ce qu'on appelle la GU accidentelle. Et dans ce cas, la physiopathologie, c'est lié à des spasmes tubaires. Quelles sont les localisations possibles de GU? Alors, la localisation ectopique la plus fréquente, c'est la trompe utérine. C'est 99% des cas. Et il y a 1% des cas, c'est entre la GU abdominale, la GU cervicale aussi, et la GU ovarienne. Pour trompe utérine, la localisation la plus fréquente, c'est l'ampoule tubaire. C'est 60% des cas. Il faut savoir que cette zone, c'est une zone large et extensible. Dans ce cas, la GU va donner des signes qui sont tardifs. C'est une zone qui elle est large et extensible. Par contre, la deuxième localisation, c'est au niveau de l'isthme, c'est 25% des cas. Et dans ce cas, vu le faible calibre de l'isthme, il y a un risque imminent de rupture tubaire. Et généralement, les signes de GU sont très précoces. Troisième localisation, c'est la localisation pavillonnaire. C'est 10% des cas. Dans ce cas, il n'y a pas un risque de rupture car il y aura un avortement tubo-abdominal. Dernière localisation, c'est la localisation interstitielle au niveau de la corne utérine. C'est 2% des cas. Et dans ce cas, il y a un risque de rupture de la corne utérine et un risque hémorragique très important. Maintenant, on va parler de l'histoire naturelle de la GU. Alors, comme on a dit, il y a une nidation ectopique, surtout au niveau de la trompe. Il y aura le développement du trophoblaste qui va augmenter de taille. Donc, il y aura une distension progressive de la trompe. Ça dépend de la localisation. Petit à petit, il y aura une érosion des vaisseaux tubaires. Donc, on aura un hématosalpinx, c'est une collection du sang au niveau de la trompe. Et puis, il y aura la rupture tubaire. Donc, elle est due soit à la dilatation massive de l'hématosalpinx qui va augmenter de volume, soit directement à l'envahissement de la paroi de la trompe par le trophoblaste. Et le résultat, c'est l'hémopéritoine, ou qui donc ça va éroder des artères à haute pression, donc il y aura un choc hémorragique. Et dans tous les cas, il y aura une involution de l'œuf, car la muqueuse de la trompe, elle n'est pas préparée à la nidation. Donc il y aura en aucun cas une transformation déciduale de la muqueuse tubaire. La sécrétion hormonale de la progestérone, elle agit toujours sur la muqueuse utérine. Juste une question. Est-ce qu'il y a une possibilité de guérison spontanée de la GU? Il faut répondre par oui. Surtout en ce qui concerne les localisations pavillonnaires. Donc, un avortement tubo-abdominal et il y a une possibilité de résorption et donc une guérison spontanée de la patiente. Avec les possibilités thérapeutiques, il y a une possibilité d'abstention. Mais attention, ce n'est en aucun cas le traitement de référence. Ça doit rester exceptionnel. Cliniquement alors, quand est-ce qu'il faut évoquer le diagnostic de GU? Si c'est une grossesse qui est déjà connue, on doit évoquer le diagnostic de GU au cours du premier trimestre devant toute métrorragie. C'est le premier diagnostic à évoquer.
ainsi que devant toute douleur pelvienne aiguë. Par contre, le problème c'est que la grossesse est le plus souvent non connue. Donc, il y a une triade clinique, c'est le retard des règles, dans 70% des cas, des métrorragies peu abondantes, noirâtres, sépia, qui n'ont ni l'aspect, ni la qualité, ni la durée des règles habituelles, parfois expulsion d'une caduque utérine, et troisièmement, des douleurs pelviennes latéralisées, dans 90% des cas. Donc c'est le signe clinique le plus fréquent, les douleurs pelviennes. Et ces deux douleurs pelviennes, avec renforcement paroxystique, qui sont calmées par l'émission du sang, d'où l'appellation des coliques salpingiennes, avec une irradiation scapulaire qui est typique. Dans ce cas, l'irradiation scapulaire, c'est un signe d'alarme. Alors, ça traduit une pré-rupture tubaire. Avec ça, on a bien sûr les signes sympathiques de la grossesse, les nausées et les vomissements et les seins tendus. Mais attention, il ne faut pas s'attendre que les trois signes se réunissent. Là, le moindre signe chez une femme en âge de procréation doit évoquer le diagnostic de GU. Là. Sur le plan clinique, alors, il faut prendre les constantes. La tension et le pouls. Là, je me connais la patiente d'emblée en état de choc hypovolémique. Pour la palpation abdominale, on peut trouver une sensibilité au niveau de la fosse iliaque. On peut avoir des signes d'irritation péritoniale en cas d'hémopéritoine. Donc, on a défense, on a contracture, on a douleur à la décompression brutale. C'est des signes d'hémopéritoine déjà. Le spéculum, on va confirmer l'origine endo-utérine de saignement. Donc, c'est bien des métrorragies. Au toucher vaginal qui est douloureux. On va trouver un col qui est gravidique, un utérus qui est douloureux à la mobilisation et qui est plus petit que nous voudrait le terme théorique. On peut palper une masse latéro-utérine qui est douloureuse et on peut trouver un empattement du cul-de-sac de Douglas, donc qui traduit l'hématocèle, l'hématocèle. Alors il faut noter dans cette forme typique il n'y a pas de fièvre là. Comment on va confirmer le diagnostic? Deux examens indispensables. Le dosage plasmatique quantitatif de la bêta-HCG et l'échographie pelvienne par voie suspébienne et par voie endovaginale. Benazbal le dosage plasmatique de la CG, il faut savoir que la bêta-HCG donc est sécrétée normalement par le cytotrophoblast. Fait le grossesse normale, il se positive dès le 11e jour post-ovulatoire, donc une semaine après la fécondation, et va doubler toutes les 48 heures. Fait le grossesse extra-utérine, la bêta-HCG, il est positif, mais la cinétique est le plus souvent anormale. Donc ça peut stagner, ça peut décroître, ça peut augmenter sans doubler. Mais attention, la cinétique peut être superposable à la cinétique normale. Fait le grossesse extra-utérine. Donc le bêta-HCG, s'il sert à quelque chose, il sert à éliminer une grossesse tout court, s'il est négatif. Mais il ne sert pas à éliminer une grossesse extra-utérine. على خاطر كما قلنا السينيتيك راهو ça peut être normal. وهذاك علاش لازم on associe avec le bêta HCG l'échographie pelvienne. Donc c'est un couple indispensable. Fait l'échographie, alors il faut savoir qu'en cas d'une grossesse intra-utérine normale, à partir de 5e semaine d'aménorrhée, نبداو نشوفوا في sac trophoblastique. Fait 6e semaine d'aménorrhée, نشوفوا sac trophoblastique plus les échos embryonnaires, et à partir de la 7e semaine d'aménorrhée, on commence à voir les battements cardiaques. Et en cas de grossesse extra-utérine, pour l'échographie, on va avoir des signes directs et des signes indirects. Si on vous pose la question quel est le signe échographique principal d'une grossesse extra-utérine, la réponse doit être la vacuité utérine, qui est un signe indirect. Alors quels sont les signes directs? Les signes directs qui sont plus spécifiques généralement, c'est un sac gestationnel au niveau de la trompe. Il faut savoir que l'activité cardiaque est parfois visible, même si au niveau de la trompe. Deuxième signe, c'est l'hématosalpinx. Donc c'est une image en cocarde latéro-utérine. Les signes indirects qui marquent la vacuité utérine, et il faut savoir qu'un utérus vide avec bêta-HCG supérieur à 1500, ça confirme le diagnostic de GU, sauf si c'est une grossesse gémellaire, bien entendu.
على خاطر في الغروسيس جيميلير البيتا سي جي يكونوا يطلعوا اكثر من العاده. Donc on doit encore attendre une montée plus importante de bêta-HCG. Deuxième signe, c'est un endomètre épais gravé, donc l'épaisseur de l'endomètre est développée. Troisième signe, c'est l'épanchement dans le cul-de-sac de Douglas, et dans ce cas, ça traduit déjà une souffrance tubaire, donc rupture. Il y a un piège diagnostique échographique très important, le pseudo-sac gestationnel. Donc parfois, on trouve au niveau de l'utérus un contenu échogène, on pense que c'est le sac gestationnel. Mais attention, c'est plutôt en rapport avec une caduque utérine qui est développée et qui contient du sang. En faveur donc d'un pseudo-sac gestationnel, c'est plutôt une localisation centrée et l'absence d'une couronne trophoblastique. Axe sac gestationnel réel, il est plutôt excentré et entouré d'une couronne trophoblastique. Donc deux signes très importants. Et si on vous pose la question, quel est l'examen qui confirme le diagnostic de GE, ce n'est pas l'échographie, c'est la célioscopie diagnostique. C'est le seul examen qui confirme le diagnostic. Pour les formes cliniques, alors attention, il y a des formes frustrantes. Il y a des formes pseudo-abortives qui simulent un avortement spontané. Il y a des formes pseudo-occlusives, surtout dans l'hématocèle. Il y a des formes pseudo-appendiculaires. Dans ces formes, il y a la fièvre. La fièvre, ce n'est pas habituel dans la grossesse extra-utérine, mais là, on peut avoir des grossesses extra-utérines avec une fièvre. Il y a les GU récidivantes, dans 10% des cas. Et dans ce cas, la récidive, elle touche paradoxalement la trompe contralatérale, dans 90% des cas. Pour l'hématocèle rétro-utérine, alors il faut savoir que c'est une forme qui est rare et qui correspond à une GU qui a évolué à bas bruit, qui s'est rompue et qui est passée inaperçue. Dans ce cas, donc, il y a du sang qui est collecté au niveau du cul-de-sac. Donc la symptomatologie principale, c'est un syndrome de masse pelvienne. Donc c'est des douleurs pelviennes chroniques qui peuvent s'accompagner aussi des métrorragies à la caduque utérine, avec des signes de compression pelvienne, donc des ténesmes, des épreintes liées à la compression du rectum, sensation de pesanteur pelvienne, une dysurie, une dyspareunie profonde, parfois un syndrome subocclusif, avec donc une petite fièvre, un subictère et une asthénie. Au fil de l'examen, on va trouver une matité hypogastrique. Dans ce cas, toucher vaginal, donc l'utérus, il est refoulé en avant par une masse qui bombe et qui est douloureuse dans le cul-de-sac de Douglas. Le toucher rectal, donc, va palper cette hématocèle, c'est une masse antérieure sensible. Bêta-HCG plasmatique, le plus souvent négatif, mais peut être positif. C'est l'échographie qui va poser le diagnostic en montrant une masse hétérogène au niveau du cul-de-sac de Douglas. Et le traitement dans ce cas, fait l'hématocèle rétro-utérine, c'est chirurgical. C'est une laparotomie. C'est parmi les indications de la laparotomie FGU. Pour le diagnostic différentiel de la GE, alors devant des métrorragies de premier trimestre, il y a des causes gravidiques et des causes non gravidiques. Pour les causes gravidiques, il y a donc les fausses couches spontanées, menace d'avortement et la grossesse molaire. Pour les causes non gravidiques, il y a, comme toutes les femmes, le cancer du col utérin. Il y a aussi un diagnostic très important, c'est le kyste hémorragique du corps jaune. Donc il y a un corps jaune qui va saigner. Ça peut donc simuler une GU, même à l'échographie. Devant des douleurs pelviennes, il y a des causes gynécologiques à évoquer. La salpingite aiguë, dans ce cas on a une fièvre, torsion d'annexe, rupture d'un kyste ovarien. Et des causes extra-gynécologiques, attention à l'appendicite aiguë et à la colique néphritique. En cas d'hématocèle, le diagnostic différentiel se pose devant un plastron appendiculaire, un fibrome enclavé dans le Douglas et une sigmoïdite. On arrive maintenant à la partie la plus importante, c'est le traitement. 3 objectifs de traitement. Il faut d'abord supprimer la grossesse extra-utérine. Il faut diminuer le risque de récidive et il faut toujours préserver la fertilité. Donc 3 objectifs à apprendre par cœur. Alors il ne faut pas oublier un réflexe. Fait cas clinique, j'ai eu toujours hospitalisation. Il faut demander en urgence un groupe sanguin Rhésus et demander une réserve de CGR
et faire un bilan préopératoire en urgence. Ou bien sûr, qu'il y ait un clinique, une forme qui est déjà compliquée. Donc, on dit hypotension, on dit tachycardie, donc des signes de choc hémorragique, il ne faut pas oublier la rubrique réanimation. Pour les modalités thérapeutiques, alors il faut savoir qu'on a 4 modalités thérapeutiques. Femme, l'abstention thérapeutique, qui m'a dit, c'est exceptionnel, dans des rares cas. Femme, le traitement conservateur médical. Conservateur, on préserve la GU. Conservateur, on préserve la trompe utérine. On salpingectomie. Donc, femme, un traitement conservateur médical à base de méthotrexate. Femme, troisièmement, un traitement conservateur chirurgical, la salpingotomie. Ou femme, le traitement radical qui est la salpingectomie. Quel est le traitement de référence de la GU? Il faut savoir que la celluliochirurgie avec traitement conservateur, donc une salpingotomie, c'est le traitement de référence de la GU. Ce n'est pas le traitement médical à base de méthotrexate. Alors, on va commencer maintenant par le traitement médical. Ça consiste en quoi? C'est une injection unique intramusculaire de méthotrexate, donc 1 mg kg, qui est un anti-néoplasique, le méthotrexate. Donc ça va entraîner une lyse chimique de la grossesse. Femme, le bilan pré-méthotrexate, il faut la prendre. Donc NFS, une fonction rénale, urécréate, un bilan hépatique et bien sûr un bêta-HCG pré-thérapeutique, bien sûr. Allez, je vais le bilan de la méthotrexate. La femme a des contre-indications, notamment l'insuffisance hépatocellulaire, l'insuffisance rénale, les troubles hématologiques. Déjà, c'est les mêmes effets indésirables de la méthotrexate. Donc, on indique le traitement médical, c'est en cas du GU, possi ou asymptomatique. En cas de taux de bêta-HCG, à 5000 et en présence d'un hématosalpinx dont le diamètre est inférieur à 4 cm. Bien sûr, avec absence de contre-indication au méthotrexate, et la patiente doit être compliante, capable de se soumettre à une surveillance prolongée de tout bêta-HCG. Alors, le traitement à base de méthotrexate, c'est un traitement qui une partie hospitalière, mais aussi ambulatoire. La surveillance donc hebdomadaire, surveillance de la bêta-HCG, en ambulatoire. Donc, la patiente, elle est informée. Le taux d'échec global est d'environ 20%. Donc, le méthotrexate, surveillance donc qui fait tir. Bien sûr, il y a une surveillance clinique, échographique et bêta-HCG. La surveillance la plus importante, c'est la bêta-HCG. Donc, nous avons un dosage AJ4, puis un dosage AJ7, puis un dosage hebdomadaire, donc jusqu'à négativation de la bêta-HCG. Juste, il faut savoir que au début, femme a une petite aggravation donc des douleurs et même on peut assister à une ascension de bêta-HCG J4. Mais normalement, ça va régresser. Remarque, en cas de chèque de traitement médical, on peut le tenter pour une deuxième fois. Et en cas de deuxième échec, un traitement chirurgical. Maintenant, pour la celluliochirurgie, alors, quand est-ce qu'elle est recommandée? Elle est recommandée si le bêta-HCG est de 5000, si l'hématosalpinx supérieur à 4 cm, s'il y a une contre-indication au méthotrexate, ou impossibilité du suivi ambulatoire, ou bien si l'état hémodynamique est instable. Donc, on ne peut pas indiquer le traitement médical et par la suite, on doit faire donc un traitement chirurgical. Dans ce cas, celluliochirurgie, donc il y a 3 temps opératoires, temps diagnostic, deuxième temps donc pronostic pour la fertilité ultérieure, il faut évaluer l'état de la trompe contralatérale. Et un temps thérapeutique, on doit donc être le plus conservateur possible. Donc on va faire une salpingotomie, donc une petite incision au niveau de la trompe atteinte et on doit aspirer la grossesse, puis suturer la trompe. Mais si on trouve une trompe qui est très endommagée, à condition que la trompe contralatérale saine, on peut indiquer un traitement radical qui est une salpingectomie. Pour la laparotomie, quelles sont ses indications? C'est surtout en cas d'un état de choc qui est grave, donc
qui est résistant à la réanimation, en cas de grossesse extra-utérine interstitielle, en cas d'hématocèle rétro-utérine et en cas de patiente multi-opérée, donc on prévoit un pelvis très adhérentiel, donc la cilioscopie elle est impossible. Donc il faut apprendre ces 4 cas. Pour l'abstention thérapeutique, alors Wartesh on l'indique, si généralement l'AJU il est asymptomatique, totalement asymptomatique, si le bêta-HCG il est inférieur à 1000 et si la patiente elle est bien sûr compliante, et dans ce cas on doit surveiller toutes les 48 heures bêta-HCG jusqu'à la négativation complète. Et ne pas hésiter en cas de stagnation ou augmentation de la bêta-HCG de prendre en charge activement l'AJU. Pour la prévention, alors attention, on dit la prévention de l'allo-immunisation, si le patient résus négatif est cas clinique, mais il faut souligner, ne pas oublier l'injection d'anti-D dans les 72 heures. Pour la surveillance post-opératoire, bien sûr, on doit surveiller la patiente cliniquement, on doit la surveiller biologiquement, donc la numération formule sanguine, à la recherche d'une anémie, c'est là beaucoup saigné. On doit surveiller bêta-HCG jusqu'à négativation complète. On doit faire un bilan IST, que ce soit chez la femme et chez le partenaire, surtout la sérologie chlamydia. Surtout si on a trouvé une trompe qui est endommagée en péropératoire. On doit indiquer une contraception à base de stroprogestatif. Donc, contre-indication aux microprogestatifs et aux dispositifs intra-utérins qui sont des facteurs de risque de l'AJU. Si on a fait un traitement conservateur, il faut faire une hystérosalpingographie à distance pour voir s'il y a une obstruction tubaire secondaire. Pour la prévention, alors, il y a la prévention primaire et la prévention secondaire. Pour la prévention primaire, alors, on doit agir sur les facteurs de risque. Donc, 3 mesures à apprendre par cœur: l'arrêt du tabac, la prévention des infections sexuellement transmissibles et le traitement des infections génitales. Pour la prévention secondaire, il faut alors dépister les patients à risque, surtout les patients qui ont fait déjà une GU, fait le grossesse IgE, donc on doit indiquer une échographie précoce avant la 6e semaine d'aménorrhée. StudyGate, Digital Learning Technologies.